Ne monte pas dans la voiture. La banlieue de Woodland Heights s'éveillait sous un ciel d'un bleu éclatant, ce matin d'octobre. Les pinsons chantaient dans les chênes centenaires, les arroseurs automatiques murmuraient leur rythme régulier, et l'odeur douce amère de l'herbe fraîchement tondue emplissait l'air. Les maisons aux façades impeccables s'alignaient le long de rues bordées de trottoirs impeccables, où des enfants jouaient parfois à vélo. Rien, dans cette matinée paisible, ne laissait présager qu'un drame se préparait. Adrian Clark, 42 ans, milliardaire et fondateur de VariLink Systems, une entreprise pionnière dans les réseaux de communication sécurisés, ajustait sa cravate devant un miroir étroit dans l'Airbnb qu'il avait loué sous le pseudonyme des Adam Carter. Il évitait les hôtels 5 étoiles pour ce voyage, préférant la discrétion d'une maison banale dans ce quartier sans histoire. Aujourd'hui, il devait prononcer un discours lors du gala annuel TechEd, à l'autre bout de la ville. Ce discours, qu'il répétait mentalement, annoncerait un don de 5 millions de dollars pour équiper les écoles publiques défavorisées en technologie de pointe. Un geste qu'il voulait discret, loin des projecteurs habituels de sa vie publique. Vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, ses mocassins Ferragamo rouge, cerise brillant sous la lumière matinale, Adrien vérifia son reflet une dernière fois. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés, trahissaient une vie de stress masquée par une allure impeccable. Il glissa son téléphone dans sa poche, attrapa ses clés et sortit. Dehors, sa Ferrari 488 Spider jaune canari étincelait sous le soleil, garée dans l'allée comme une œuvre d'art. Pas d'entourage, pas de caméra. Juste lui et sa voiture, un rare moment de solitude dans sa vie trépidante. Il consulta sa montre, 9h17. D'un pas assuré, il s'approcha de la Ferrari, inspira profondément l'air frais et ouvrit la portière côté conducteur. Sa main gauche s'appuya sur le cadre en fibre de carbone, son pied droit effleura la pédale. À cet instant, un cri aigu déchira le silence. Ne montez pas dans la voiture. Adrien se figea, à moitié penché dans l'habitacle. La voix, jeune et stridente, vibrait de panique. Il se redressa et se tourna. Un petit garçon noir, âgé d'environ 7 ans, courait vers lui depuis l'autre côté de la rue. Sa veste verte trop grande claquait dans sa course effrénée, ses baskets usées martelaient le bitume, et des larmes brillaient sur ses joues. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient une terreur pure. « Arrêtez, s'il vous plaît » cria le garçon, sa voix se brisant. « Ne vous asseyez pas. » Adrien, déconcerté, lâcha la portière. « Qu'est-ce que tu racontes, petit ?» Le garçon s'arrêta à quelques mètres, hors d'haleine, un doigt tremblant pointé vers la voiture. Sous le siège. J'ai vu un homme poser quelque chose ce matin, avant le lever du soleil. Des fils, une boîte. Il portait des gants noirs. Le pouls d'Adrien s'accéléra. Le garçon ne plaisantait pas. Ses mains tremblaient, ses joues étaient striées de larmes, et sa voix portait l'urgence d'une vérité brute. « Ralentis, » dit Adrien, essayant de garder son calme. « Explique-moi. » J'étais à ma fenêtre, balbutia le garçon. J'ai vu un homme en sweat à capuche. Il s'est accroupi près de votre voiture. Il a mis quelque chose sous le siège. J'ai vu une lumière clignoter, rouge. J'ai cru qu'il volait, mais c'était pas ça. Le sang d'Adrien se glaça. Il s'agenouilla légèrement, juste assez pour jeter un coup d'œil sous le siège conducteur. À travers l'ombre de l'habitacle, il distingua une forme métallique noire, compacte, et une lueur rouge intermittente, comme un battement de cœur mécanique. Il recula d'un bond, le souffle coupé, l'adrénaline lui brûlant les veines. « Éloigne-toi » ordonna-t-il au garçon, son ton soudain tranchant. Il composa un numéro sur son téléphone. En moins de 4 minutes, 2 SUV noirs surgirent dans la rue, leurs pneus crissant sur l'asphalte. L'équipe de sécurité privée d'Adrien, alertée par son appel, sortit en formation, leurs mouvements précis, leurs armes discrètement dissimulées sous leurs vestes sombres. L'agent principal, un homme massif nommé Torres, s'accroupit près de la Ferrari, une lampe torche à la main. Il inspecta le châssis, puis l'intérieur, avec une prudence méthodique. Après quelques secondes, il se redressa, le visage grave. « Monsieur Clark, c'est un dispositif à déclenchement par pression. Une bombe artisanale, mais sophistiquée. Si vous vous étiez assis. » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Adrien sentit ses jambes vaciller. La police arriva peu après, bouclant la rue avec des rubans jaunes. Les démineurs, en combinaisons épaisses, prirent le relais, leurs gestes lents et calculés. Les voisins, alertés par le tumulte, sortirent sur leur pelouse,
murmurant entre eux. Mais Adrien n'avait d'yeux que pour le garçon, qui se tenait à quelques mètres, triturant nerveusement sa veste, craignant visiblement d'avoir causé des ennuis. Adrien s'approcha et s'agenouilla à sa hauteur. « Comment tu t'appelles »« Jean-Marie » murmura le garçon. « Jean-Marie Brox. »« Jean-Marie » répéta Adrien, sa voix adoucie. « Tu m'as sauvé la vie. Tu comprends ça » Jean-Marie hocha la tête, ses yeux toujours écarquillés. « J'ai essayé d'appeler la police, mais ma tablette était déchargée. J'ai eu peur que vous... » Adrien posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Jean-Marie vivait 3 maisons plus loin, dans une petite maison en briques aux volets bleus écaillés. Sa mère, Renée Brox, infirmière de nuit à l'hôpital local, dormait encore après une garde de 12 heures. Ce matin-là, Jean-Marie s'était réveillé à l'aube, comme souvent, pour dessiner dans son carnet près de la fenêtre donnant sur la rue. C'est là qu'il avait vu l'homme en sweat à capuche noire, sa silhouette furtive se glissant près de la Ferrari sous la lueur pâle d'un réverbère. Intrigué, Jean-Marie avait observé, son crayon suspendu au-dessus de la page. Il avait d'abord cru à un voleur, mais les gestes précis de l'homme, les gants, la boîte, les fils, l'avaient alarmé. Quand Adrien était sorti de la maison, Jean-Marie avait agi par instinct, jetant son carnet pour courir dehors, son cœur battant à tout rompre. La police confirma plus tard que la bombe était un engin sur mesure, conçu pour exploser dès que la portière se refermerait et que le poids d'Adrien activerait le mécanisme. Un travail d'expert, pas l'œuvre d'un amateur. Quelqu'un voulait sa mort, et ce n'était pas une simple menace. Il n'y avait ni revendication, ni demande de rançon. Juste un silence glaçant, comme une ombre tapie dans l'inconnu. Cette nuit-là, dans une suite d'hôtels sécurisés au centre-ville, Adrien visionnait les images de vidéosurveillance du quartier, fournies par son équipe. À 5h03, une silhouette encapuchonnée apparaissait dans l'allée, se déplaçant avec une étrange claudication. 5 minutes plus tard, elle disparaissait dans l'obscurité. Adrien zooma sur l'image floue. La boiterie, le port de tête, tout lui semblait douloureusement familier. Puis, comme un coup de poignard, un nom surgit, Malcolm Vance. Malcolm avait été l'un des premiers ingénieurs de Vary Link Systems, recruté par Adrien 15 ans plus tôt, alors que l'entreprise n'était qu'une start-up dans un garage de la Silicon Valley. Brillant, charismatique, mais rongé par une ambition dévorante, Malcolm avait tenté de voler des brevets critiques pour les vendre à un concurrent asiatique. Adrien, alors jeune PDG, avait découvert la trahison. Il avait alerté les autorités, et Malcolm avait été condamné à 7 ans de prison. L'affaire avait détruit sa carrière, sa réputation et sa vie personnelle. Il avait perdu la garde de sa fille unique, Amara, alors âgée de 4 ans. Adrien se souvenait encore du regard de Malcolm au tribunal, un mélange de rage et de désespoir. Aujourd'hui, Amara devait avoir l'âge de Jean-Marie. Adrien se tourna vers Torres, son chef de la sécurité, un ancien marine au regard d'acier. Trouvez Malcolm. Toutes ses adresses, ses contacts, ses déplacements. Et je veux tout savoir sur la famille de Jean-Marie. Ils vont avoir besoin d'aide. La police confirma les soupçons d'Adrien le lendemain. Malcolm avait été libéré 8 mois plus tôt, après avoir purgé sa peine. Sans domicile fixe, il vivait dans des motels miteux et avait été aperçu dans Woodland Heights 2 semaines auparavant. C'est personnel, dit l'inspecteur principal, un homme trapu nommé Delgado. La bombe, le timing, il voulait vous effacer. Adrien resta silencieux, le regard perdu dans le vide. Il repensait à Jean-Marie, à sa voix tremblante, à son courage brut. Et s'il avait ignoré ce cri, et si ce garçon, qui n'avait aucune raison de se soucier d'un inconnu, n'avait pas couru? Le lendemain matin, Adrien retourna dans le quartier, non pas dans sa Ferrari, mais dans un SUV noir aux vitres teintées. Il frappa à la porte de la maison des Brox. Renée ouvrit, encore en blouse d'infirmière, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, ses yeux marqués par la fatigue. « Monsieur Clark, dit-elle, confuse, avant de secouer la tête. Je suis désolé pour Jean-Marie. Il ne voulait pas causer de problème. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose d'anormal. Il m'a sauvé la vie, coupa Adrien, sa voix ferme mais chaleureuse. Je lui dois tout. » Renée cligna des yeux, déconcertée, puis l'invita à entrer. La maison était modeste, mais chaleureuse. Des photos encadrées de Jean-Marie bébé ornaient les murs, un vieux canapé usé trônait dans le salon, et une pile de factures s'entassait sur la table de la cuisine. À l'étage, Jean-Marie était assis sur son lit, serrant un lion en peluche délavé, un cadeau de son père décédé.
Quand Adrien entra, le garçon leva les yeux, intimidé. « Tu n'as pas d'ennui, » dit Adrien, s'agenouillant près du lit. « Tu es un héros, Jean-Marie. » Jean-Marie baissa les yeux, triturant la crinière du lion. « Je pensais que vous seriez fâché. J'ai couru sans réfléchir. » Adrien sourit doucement. « Tu as écouté ton instinct. Tu as couru quand la plupart se seraient tués. Ça m'a sauvé. Tu veux savoir un secret ?» Jean-Marie hocha la tête. « J'avais peur, moi aussi. Mais toi, tu m'as donné du courage. » En bas, Adrien s'assit avec René autour d'une tasse de café. Elle lui raconta son histoire. Veuve depuis 2 ans, après la mort de son mari dans un accident d'usine, elle jonglait entre 2 emplois pour payer l'hypothèque et offrir à Jean-Marie une vie décente. Jean-Marie, fils unique, passait souvent ses journées seul, dessinant ou lisant des bandes dessinées. « C'est un bon garçon, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais il a vu trop de choses pour son âge. »« Je ne veux pas d'argent, » ajouta-t-elle fermement, anticipant une offre. « Et s'il vous plaît, ne faites pas de nous une histoire médiatique. » Adrien hocha la tête. « Je respecte ça, mais je veux aider, discrètement. » Dans les jours qui suivirent, une vidéo de l'incident, captée par une caméra de surveillance, fuita dans la presse. Un média local diffusa un reportage sur « le garçon à la veste verte » qui avait sauvé un milliardaire. Malgré les efforts d'Adrien pour limiter la couverture, l'histoire devint virale. Des millions partagèrent la vidéo, des hashtags comme #GreenJaquero inondèrent les réseaux. Fidèle à sa promesse, Adrien agit dans l'ombre. Il créa un fonds fiduciaire pour les études de Jean-Marie, régla l'hypothèque de René, fit livrer une berline neuve avec une note anonyme, de la part d'un ami reconnaissant, et s'assura que Jean-Marie obtienne une bourse complète dans une école privée réputée, s'il le souhaitait. 2 semaines plus tard, Adrien invita Jean-Marie et René au Gala TechEd. Dans une salle de bal scintillante, devant un parterre de donateurs, de PDG et de caméras, Adrien monta sur scène en smoking noir. Avant son discours, il tendit la main. « J'aimerais vous présenter quelqu'un qui m'a appris ce qu'est le vrai courage, » dit-il, la voix empreinte d'émotion. Jean-Marie, vêtu d'un petit costume bleu marine taillé sur mesure, s'avança timidement, sa main serrant celle d'Adrien. La foule, d'abord silencieuse, éclata en applaudissements. Adrien s'agenouilla près de lui et prit le micro. Certains naissent avec des privilèges, d'autres avec un destin. Quand le courage rencontre le destin, des vies sont sauvées. Il regarda Jean-Marie, ses yeux brillants. « Je te dois la mienne. » La salle se leva dans une ovation. René, assise au premier rang, essuya une larme, un sourire fier illuminant son visage. Après le gala, Adrien et Jean-Marie sortirent dans la nuit fraîche. Les étoiles scintillaient au-dessus de la ville. Pas de Ferrari, pas de danger, juste un homme et un garçon unis par un moment qui avait changé leur vie. « Tu es déjà monté dans une limousine ?» demanda Adrien, un sourire malicieux aux lèvres. Jean-Marie fit non de la tête, ses yeux pétillants d'excitation. « Alors, on va régler ça ?» dit Adrien en ouvrant la portière d'une limousine noire rutilante. La voiture s'éloigna dans la nuit, emportant un milliardaire et un garçon qui n'avaient rien en commun, sauf l'essentiel. Un instant de bravoure qui les avait liés à jamais. Parce que parfois, le héros qui vous sauve est celui qui n'avait aucune raison de s'arrêter, mais qui l'a fait quand même. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la et suivez-nous pour découvrir d'autres récits inspirants et bouleversants. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous lisez et ce qui vous a touché dans cette histoire. Restez curieux, restez bienveillants, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.